Mon nom, c'est Geneviève Proto. Je travaille dans un carrefour jeunesse-emploi. Je suis dans le secteur de l'employabilité. Donc, dans le fond, j'interviens auprès de jeunes qui sont entre 16 et 35 ans. Dans le fond, le CGA où je travaille, c'est dans le fond à Saint-Michel, Villeray et Parc Extension. Salut, je m'appelle Louis Dauteuil. Je suis conseiller en orientation chez Objectif Emploi, un organisme d'employabilité communautaire. Dans le fond, les problématiques qu'on rencontre le plus souvent, c'est d'abord, je dirais, les gens qui sont peu scolarisés. Donc, des gens, des fois, qui ont des études secondaires, secondaire 1, secondaire 2, des fois même pas des études de secondaire, qui veulent, par exemple, aller chercher une formation ou qui veulent, dans le fond, aller, par exemple, sur le marché de l'emploi et qui ont peu de formation. Il y a aussi des gens qui sont des nouveaux arrivants, donc soit des gens qui sont hautement scolarisés, dont les études ne sont pas toujours reconnues par les différents, soit les instances, les ordres professionnels ou les ministères et tout ça, ou encore des gens qui sont peu scolarisés, donc des gens qui sont réfugiés, par exemple, ou des choses comme ça, qui sont arrivés dans une situation où là, il y avait pas nécessairement une carrière établie dans leur pays d'origine. Et aussi, il y a des fois aussi des gens qui ont des problèmes de santé mentale et qui vont aller, par exemple, chercher ce qu'ils veulent faire plus tard et tout ça. Puis il y a différentes problématiques comme les réorientations, des gens, par exemple, qui n'ont pas été acceptés dans certaines formations, des gens qui sont insatisfaits au travail, des choses comme ça. Les problématiques qu'on va rencontrer, c'est plusieurs clients qui présentement sont sur l'assistance sociale ou la sécurité du revenu, bref, qui sont sans emploi et qu'ils ont besoin de faire leur point sur leurs options pour intégrer le marché du travail. Ce qui est bien particulier, c'est que les clients vont venir de toutes sortes de profils. Des nouveaux arrivants, donc des néo-canadiens, des gens qui sont nés ici, des gens qui ont beaucoup d'éducation, des gens parfois qui n'ont pas complété leur étude primaire. Toute cette diversité-là, ça fait en sorte qu'on va être confronté à des problèmes qui peuvent demander beaucoup d'attention de notre part. Puis de plus, ce qui est bien particulier, c'est qu'on a un tiers référent, Client Emploi Québec. Ce qu'on entend par ça, c'est que les clients qu'on va rencontrer ne viennent pas là de leur propre chef, dans la mesure, c'est qu'ils ont rencontré un agent Emploi Québec et cette personne-là leur a dit de venir chez nous. La plupart sont bien contents de nous rencontrer, mais il faut comprendre, c'est qu'il y a un tiers référent. D'abord, je vais surtout voir avec la personne qu'est-ce qu'elle recherche, elle, du suivi en orientation. Donc, moi, je vais essayer d'essayer d'atteindre les objectifs que la personne s'est fixés. Donc, si elle veut retourner à l'école, d'essayer d'aller vers ça. Si elle veut, par exemple, retourner en emploi, c'est de voir si, par exemple, il y a des choses qu'elle a déjà fait qui pourraient être reconnues ou qui pourraient être transférables aussi. Puis, dans le fond, je vais essayer toujours d'essayer d'amener la personne à mieux se connaître parce que très souvent, on part de ça. Quand les gens se connaissent bien, c'est plus facile pour eux de dire ça m'intéresse, ça m'intéresse moins, ça c'est fait pour moi, ça c'est moins fait pour moi. Puis à ce moment-là, c'est un peu ça le rôle que j'ai avec eux. Souvent, ça va être beaucoup donner de l'information aussi, des fois surtout pour les nouveaux arrivants, d'expliquer un peu les différentes instances, où ils peuvent aller, ce qu'ils peuvent faire, les différents organismes et tout ça. Puis des fois aussi de leur expliquer ici au Québec, comment ça fonctionne, des fois de voir les différences entre leur façon de faire dans leur pays d'origine et ici, puis de voir comment ça se concilie. Pour les gens, par exemple, qui sont peu scolarisés, qui veulent, par exemple, aller chercher un DEP, puis qui ont des études, par exemple, qui sont de niveau secondaire, peut-être secondaire 1, par exemple, il y a beaucoup de tests qu'on peut faire, des tests d'équivalence dans les SARCA. Donc là, je n'ai pas le nom de l'acronyme, mais dans les commissions scolaires, il y a des services qui sont là spécialement pour les gens qui n'ont pas de formation secondaire, donc des gens qui n'ont pas de diplôme secondaire. Donc, c'est des tests qu'ils peuvent faire, qui peuvent des fois faire que ça va aller plus rapidement dans les DEP ou des choses comme ça, ou ça peut leur donner des fois des équivalences qui font qu'ils vont pouvoir appliquer sur des postes qui demandent un secondaire 5. Également, ce qui va se produire, c'est que lorsque je rencontre des néo-canadiens, on peut être confronté à une situation où est-ce que le langage technique qu'ils vont utiliser par rapport à un métier n'est pas le même que celui qu'on utilise localement.
Donc, ça demande certains ajustements. De plus, comme on reçoit des clients référés par Emploi Québec, donc avec un tiers référent, ça demande beaucoup de transparence. Ce qui va faire en sorte, c'est qu'avec mon client, je l'informe qu'il est un haut secret professionnel, mais que lui, moi et l'agent, on va devoir travailler en synergie les trois pour éviter qu'il y ait des surprises et que tout le monde soit bien informé de quelles seront les différentes pistes de solutions qu'on va utiliser. Donc, également, c'est un élément qui est à prendre en considération. Puis, troisièmement, c'est que, bon, en termes d'approche, moi, je suis plutôt éclectique. Je me suis formé en tenant compte de différents cadres théoriques. D'avoir accès à cette multitude d'outils-là, je considère que ça me donne la flexibilité que j'ai besoin pour bien faire mon travail avec les clients que je rencontre ici. Au niveau de la santé mentale, bien souvent, c'est d'essayer de bien comprendre avec la personne qu'est-ce que ça amène, sa situation, puis de voir comment elle le perçoit aussi. Puis au niveau de, dans le fond, si par exemple, c'est quelque chose qui est au niveau intellectuel et tout ça, mais c'est dans le fond, c'est de vraiment comprendre la situation de la personne, voir s'il n'y a pas des ressources qui sont disponibles pour l'aider dans les études. Par exemple, bien, des gens qui ont des troubles de déficit de l'attention, des fois, dans certaines écoles, peuvent avoir accès à certains aménagements pour les examens, les travaux, les cours, etc. Donc, des fois, ça peut être de voir avec cette personne-là un peu les possibilités, les solutions qu'ils peuvent avoir. La principale difficulté, c'est l'urgence. Plusieurs de mes clients sont sur l'assistance sociale ou sont sur le chômage. Bientôt, leurs prestations de chômage vont se terminer. Ou encore, les clients sont intéressés par une formation qu'ils ont vue, mais qui va se donner bientôt. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le choix qu'ils sont portés à faire n'est peut-être pas un choix en termes d'intérêt, mais plus un choix situationnel. Donc, moi, de mon côté, ça nécessite de pouvoir nommer cette situation-là et de bien faire comprendre aux clients que la réponse, le choix qu'ils ont devant les yeux dans l'immédiat n'est peut-être pas le meilleur choix à court, moyen et long terme. Ça me demande donc beaucoup de présence et beaucoup d'immédiateté pour que le client puisse voir l'ensemble de ses options. Les difficultés, des fois, c'est les attentes que les gens ont par rapport à, des fois, le financement de leur choix de formation. Par exemple, dans le programme Jeunes en action, qui est pour les jeunes qui sont entre 18 et 24 ans, qui sont éloignés du marché du travail, c'est des gens qui ont une subvention d'Emploi Québec pour faire un processus, dans le fond, des fois d'orientation, des fois régler certaines situations qui font que de simplement aller postuler à un emploi, pour eux, c'est plus difficile. Puis souvent, bien, des fois, ces gens-là, souvent, on leur dit, bien, comme vous êtes avec Emploi Québec, il y a peut-être des aménagements, ça va peut-être être possible d'avoir une formation payée par Emploi Québec. Puis, bien, des fois, bien, il y a des formations qui ne sont pas nécessairement financées. Donc, tout ce qui est des formations qui sont considérées comme étant restreintes au niveau des possibilités d'emploi sur le site de l'information du marché du travail ne seront pas financées. Puis, ils ont des critères, des fois, qui sont peut-être compliqués pour nous, les conseils d'orientation, de vraiment être certains. Donc, des fois, ça arrive que leur formation qu'ils ont choisie, la personne, elle a vraiment décidé ce qu'elle voulait faire, puis malheureusement, c'est pas possible. Donc là, des fois, bien, d'avoir des prêts bourses pour des gens qui sont sur l'aide sociale, des fois, bien, c'est assez sécurisant. Donc, ils ne connaissent pas le processus, ils ne savent pas exactement comment ça fonctionne. Donc ça, des fois, ça peut être des situations qui ne sont pas évidentes parce que, dans le fond, ils ont un peu une situation où, bon, il y avait un projet, il y avait une idée, puis bon, en bon français, là, on a un peu pété leur bulle en leur disant, bien, finalement, ça ne fonctionnera pas, tout ça. Fait qu'il faut trouver d'autres solutions. Puis il y a des fois des gens qui sont un petit peu... qui ont un petit peu de difficulté à voir d'autres possibilités que ce qu'Emploi Québec finance. Donc, des fois, c'est de voir, bon, est-ce que la personne, elle veut absolument être payée par Emploi Québec ou est-ce qu'elle veut vraiment faire ce qui l'intéresse? Donc, des fois, c'est le dilemme, parce que nous, comme conseil d'orientation, on veut être certaine que la personne fait ce qu'elle aime, pas simplement faire une formation qui est payée par Emploi Québec. Mais des fois, c'est de voir avec le participant parce que, bon, ben, nous, on est là pour les aider, donc on n'est pas là pour décider pour eux, mais c'est ça fait des fois des situations qui ne sont pas super évidentes. Deuxième chose, il faut prendre en considération que le client a sa demande, donc ce qui va le verbaliser, mais il a également son besoin. Parfois, la demande d'un client, c'est de faire une formation rapide et courte, alors que dans les faits, son besoin, c'est peut-être d'autres choses. Avant de prendre une formation, il pourrait avoir besoin de travailler sur son estime de soi ou de travailler sur sa connaissance du marché du travail ou juste de mieux se connaître. Et rendu là, on peut commencer à pouvoir faire une exploration plus détaillée des options professionnelles qui vont suivre.
Tantôt, je parlais du fait que je reçois les clients avec un tiers référent, Emploi Québec. La meilleure façon de pouvoir faciliter le travail avec le client par rapport à ça, c'est en étant transparent et en travaillant en synergie, en misant sur la communication et pour bien recadrer avec le client quel est le rôle de moi, son conseiller d'orientation, et quel est le rôle de son agent. Parce que comme conseiller d'orientation, je n'ai pas réponse à toutes les questions du client. Normalement, tout ce qui va toucher plus l'administration de dossier par rapport à Emploi Québec, c'est son agent qui va pouvoir l'aider. Tandis que moi, je suis plus un expert du processus d'orientation. Mais une fois que ce recadrage-là est fait, généralement, le client il sait où trouver les ressources les plus appropriées pour lui pour répondre à certains de ses besoins plus ponctuels. Avec les nouveaux arrivants aussi, des fois, c'est de défaire un peu les préjugés ou les mythes que les gens ont entendus. Puis des fois, mais ça va être dans des subtilités. Donc, c'est toujours important d'avoir... Des fois, on a l'impression des fois qu'il y a des choses qui accrochent, puis on se rend compte finalement en se disant les choses directement ou en essayant de comprendre vraiment ce que la personne a compris. Là, c'est là où on comprend, OK, cette personne-là, elle a vu ça comme ça, ou dans son pays d'origine, ce comportement-là, c'est comme ça. Puis nous, ici, c'est différent. Donc, c'est d'expliquer, c'est pas parce que tu le faisais là-bas que c'était bon ou pas bon, c'est juste qu'ici, c'est différent. Donc, je donne un exemple. C'est déjà arrivé, par exemple, qu'un de mes participants ait un problème avec son patron parce que son patron lui disait, quand je le réprimande, il me regarde pas dans les yeux, il regarde au plancher. Mais pour lui, dans son pays d'origine, regarder au plancher, c'était un signe de respect. Donc, c'est une petite subtilité comme ça qui peut amener certaines problématiques comme ça. Fait que des fois, c'est vraiment de se défaire un peu de l'automatique qu'on a, ou des fois, on a des expressions au Québec que les gens ne saisissent pas nécessairement. Fait que ça aussi, c'est important de bien clarifier les choses. Puis quand on a des outils d'évaluation psychométrique, bien ça aussi, il faut vérifier si le test a été fait avec par exemple, avec des francophones, puis que la personne, sa langue maternelle, c'est l'espagnol, bien ça se peut que ça influence les résultats aussi. Donc des fois, c'est la disponibilité des outils. C'est pas toujours évident d'avoir des outils ou d'avoir, dans un Carrefour Jeunesse Emploi, c'est un organisme communautaire, donc on n'a pas toujours la possibilité d'avoir des outils qui sont traduits en plusieurs langues, donc tu sais, en français, en anglais, en russe, en punjabi, etc. Donc, des fois, c'est pas évident là-dessus. On doit utiliser d'autres méthodes. Ça, c'est des fois une difficulté. Puis, je pense, en général, dans le fond, tous les problèmes des décisions, donc des gens qui ont de la difficulté à prendre des décisions, qui vivent une grande situation d'anxiété par rapport au fait de choisir aussi, c'est des choses qui sont pas évidentes. Mais avec le temps, on finit par se développer des outils, des techniques, des petites activités de réflexion, tout ça. Puis, ça va mieux, mais c'est sûr que la personne qui est très, très, très anxieuse, qui a de la difficulté à prendre une décision, mais c'est toujours des situations plus difficiles. Puis en orientation, mais on ne sait jamais la personne, quand elle se présente, quel genre de situation elle vit, mais dans le fond, on travaille avec ce qu'elle nous apporte, puis on essaie de l'aider le mieux qu'on peut. Je dirais d'abord que les possibilités sont assez grandes. Moi, quand j'ai connu l'orientation, comme plusieurs peut-être d'entre vous, j'avais un peu l'idée des conseillers d'orientation dans le milieu scolaire. Je savais pas nécessairement l'étendue de tout ce qui se faisait en orientation. Puis en faisant des cours dernièrement à l'université, je me suis rendu compte de tous les débouchés qui pouvaient être possibles en orientation. Donc, je vous dirais que tout dépendant des fois des intérêts que vous avez ou par exemple des passions qui peuvent être, des gens qui sont plus créatifs, des gens qui vont aimer donner de la formation, mais il y a de la place pour tout le monde en orientation. Puis il y a des gens qui sont conseillers d'orientation, mais il y a des gens qui sont dans d'autres cadres d'emploi, mais qui ont une formation d'orientation puis qui peuvent apporter des choses intéressantes. Donc, moi, je dirais, c'est d'abord vraiment d'essayer de découvrir qu'est-ce qui nous intéresse le plus, qu'est-ce qu'on a le goût d'approfondir. Puis, Mes conseils. Première chose, c'est qu'indépendamment du domaine que vous voulez faire professionnellement, c'est important de bien l'explorer auparavant, que ce soit par l'entremise de vidéos ou encore en discutant avec des personnes qui vont exercer le métier. Des professeurs également peuvent vous éclairer. C'est de faire la différence entre ce qui va être un contenu plus théorique et la réalité de la pratique. Puis je dirais peut-être d'essayer différents milieux de stage. Donc, j'ai eu un stagiaire, dans le fond, la dernière session. Puis, lui, il était plus orienté vers le cégep pour devenir API. Puis, il est venu faire son stage au CJE et je m'étais donné un petit objectif indirectement de lui donner la piqûre des CJE. Et il travaille présentement à temps partiel comme conseiller en emploi. Donc, il ne pensait pas du tout aimer... pas qu'il ne pensait pas aimer ça, mais il ne pensait pas qu'il allait tomber en amour avec les CJE. Donc, des fois, c'est de se laisser l'esprit ouvert à peut-être essayer des nouvelles choses ou essayer des différents milieux pour avoir un éventail de ce qui se fait.
participer des fois à des projets de recherche aussi pour s'intéresser à ce milieu-là. S'il y a des fois des profs qui cherchent des assistants, ben moi, dans mes études, c'est quelque chose auquel j'ai participé souvent. Puis c'est super formateur aussi parce que souvent, les livres qu'on lit quand on est à l'école, on oublie qu'il y a des gens qui ont fait ça, fait que c'est intéressant ça aussi. Deuxièmement, le travail en orientation, si ce qui vous intéresse, c'est le communautaire, c'est important de comprendre, c'est qu'on doit faire beaucoup avec très peu de moyens et d'accepter que les clients qu'on va rencontrer auront des profils très diversifiés. Donc, ça demande beaucoup d'ouverture et beaucoup de tolérance également. Puis de ne pas hésiter à aller voir les gens et à aller poser des questions sur des choses qui vous intéressent. Moi, je pense que c'est vraiment un gage de succès parce qu'il y a vraiment des possibilités qui sont grandes en orientation. Puis c'est ça qui fait que c'est un métier super le fun. Il y a différents secteurs dans le milieu de l'orientation. Fait que je voudrais explorer, aller voir, puis vraiment découvrir ce que vous aimez le plus, puis aller là-dedans à ce moment-là. Un autre conseil que je dois vous donner, c'est de bien connaître vos limites. La profession qu'on fait, c'est une profession de relation d'aide. Lorsqu'on commence à piler sur nos limites, ça peut avoir des incidences à la fois sur notre santé, notre appréciation du travail, mais également la qualité de la relation d'aide qu'on cherche à entretenir avec le client. Donc, faites le point sur ce que vous pouvez faire avec aisance et les problématiques avec lesquelles que vous êtes beaucoup moins à l'aise. Troisièmement, ou quatrièmement, désolé, c'est important de bien connaître également quelles seront vos assises théoriques, un peu votre philosophie de travail. Pourquoi? C'est que le constat que moi je fais, c'est qu'au début, quand j'ai commencé à travailler, j'étais très très proche de mes assises théoriques. Mais tranquillement, pas vite, j'ai commencé à opérationnaliser différemment ma façon d'intervenir auprès des clients. Mais lorsque je me retrouve face à un cul-de-sac, okay, c'est important que je puisse me rappeler un peu ce que j'ai vu, ce que j'ai appris. Puis ces notions-là vont m'aider à pouvoir solutionner puis dénouer une situation qui peut être problématique. C'est important que le choix que vous allez faire vers l'orientation, c'est que ce soit un choix qui est éclairé. J'imagine que si vous êtes ici, que vous regardez les vidéos, c'est que vous avez une curiosité pour faire un métier de relation d'aide. Il y a différentes façons de faire la relation d'aide. Quand on se dirige vers l'orientation, c'est qu'on est vraiment interpellé par les transitions de vie importantes chez les gens, particulièrement en regard de la carrière, l'insertion sur le marché du travail, le départ ou le maintien en emploi, les permutations d'emploi, etc. Oui, l'orientation va tenir compte de différentes variables. Okay? Après tout, on fait du counseling. Mais c'est bien important de comprendre qu'on a une sphère qui est bien orientée, qui est le changement, le travail. Si ça vous interpelle, allez-y.